Bonjour à tous et toutes. Écoutez, je suis ravi de faire cette communication avec vous, même si malheureusement je ne peux pas être physiquement avec vous. Je remercie Damien Léger pour cette invitation et je suis ravi donc de vous parler des actualités thérapeutiques, surtout sur narcolepsie hypersomnie idiopathique. Je suis professeur d'Auvilliers, je dirige les centres de référence au niveau national sur la narcolepsie hypersomnie idiopathique. On travaille depuis une trentaine d'années dessus et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Donc tout d'abord, la somnolence, un mot dessus. Il y a différentes façons d'évoquer le mot somnolence. Et souvent, il y a même les médecins et les patients, là je m'oriente vers vous, mélangent un peu les termes. Et on a essayé là de les clarifier un petit peu. Donc l'hypersomnie, c'est de dormir trop, d'accord? Euh, on dort trop, donc 9 heures, 10 heures la nuit, et au moins 1 heure, voire 2 heures la journée selon l'âge. Et il y a X maladies qui peuvent être associées à dormir trop. Et il y en a une qu'on appelle hypersomniopathique, mais c'est loin d'être la seule. Et puis, à l'opposé, je dirais, il y a la somnolence diurne excessive, où les gens dorment trop la journée, mais pas trop forcément en quantité. C'est des besoins d'accès de sommeil qui peuvent durer de courte durée. Euh, et donc c'est une propension à devoir dormir trop la journée. Et l'ensemble de ces deux termes, somnolence diurne excessive et hypersomnie, ça s'appelle l'hypersomnolence. Et c'est pas les mêmes maladies, et c'est pas les mêmes façons d'enregistrer le sommeil sur des enregistrements continus pour voir la durée de sommeil qui augmente, et par contre des tests de latence d'endormissement pour voir la rapidité à laquelle on s'endort pour la somnolence diurne excessive. Et vous voyez qu'il y a X maladies qui peuvent être associées à cette hypersomnolence. On va parler de la narcolepsie, type 1, type 2, hypersomnie idiopathique. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'autres maladies. La dépression, le syndrome d'apnée du sommeil, l'obésité, la privation de sommeil, des maladies neurologiques, des maladies psychiatriques, des maladies circadiennes, le trouble de l'attention avec hyperactivité, la prise de substances. Donc, c'est pas parce qu'on dort trop qu'on a une hypersomnie idiopathique, et c'est pas parce qu'on dort trop rapidement la journée dans des conditions actives ou passives qu'on est narcoleptique. Donc il faut vraiment faire attention à ça, puisqu'on parle de maladies rares. Or, la somnolence et l'hypersomnie, ce sont des problèmes fréquents en population générale. Et la narcolepsie de type 1, c'est cette maladie avec des cataplexies, d'accord? C'est une maladie rare, mais mal diagnostiquée. Il y a encore 6 à 8 ans de délai au diagnostic en France et partout dans le monde, et un tiers des patients sont diagnostiqués seulement. L'âge de début, vous voyez que c'est vers 15-16 ans pour 80% des patients. Il y a un deuxième petit pic vers 35 ans. Et très important, cette maladie, on le sait depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est lié à une carence d'une protéine dans le cerveau qu'on appelle hypocrétine ou orexine. C'est 80 000 neurones dans le cerveau sur 100 milliards de neurones que l'on a. Vous voyez, là, ils sont représentés en jaune ici. Et ils ne fonctionnent plus bien, ils sont détruits sur un mécanisme auto-immun. Et par voie de conséquence, on peut mesurer en faisant une ponction lombaire, on fait ça depuis 20 ans, et on peut quantifier le trouble, la carence, si les gens ont des taux bas, très bas, effondrés ou limites. D'accord? Et on peut avoir une narcolepsie avec cataplexie avec des taux normaux, mais ce n'est pas très fréquent. Et on peut avoir une narcolepsie sans cataplexie avec des taux bas ou des taux normaux. Donc l'orexine, ce n'est pas pareil que les cataplexies. Et donc tout notre travail, ce qu'on fait depuis des années, depuis une vingtaine d'années, puisqu'on m'a demandé de parler un petit peu de recherche, mais je vais surtout parler des traitements, c'est quelle est la cause de ce pourquoi ces neurones à hypocrétine ou orexine, hein, c'est deux mêmes noms pour les mêmes neurones qui ne fonctionnent plus, qui sont donc déficients. Pourquoi est-ce qu'ils ne marchent plus? Donc il y a une altération immunologique, vous allez activer des lymphocytes qui vont être, je dirais, stimulés via votre environnement, via un vaccin, via une infection grippale. Il faut être prédisposé génétiquement pour cela. Le typage HLA, le T-cell récepteur alpha, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et quand il y a une combinaison de prédisposition génétique et d'un environnement particulier, notamment le Pandemrix, pour ceux qui ont été vaccinés en 2009-2010, vont activer certains lymphocytes qui vont détruire ces neurones hypocrétines parce qu'ils vont les reconnaître comme du non-soi,
comme si c'était une particule virale, par exemple, étrangère à vous, et donc les détruire. Et donc nous, on travaille beaucoup sur, on a des modèles animaux pour essayer de comprendre ces carences en orexine, on a des traitements dont je vais vous parler maintenant, et les conséquences de ce manque d'hypocrétine, en dehors de la somnolence et des cataplexies, sur le métabolisme, un tiers des patients ont une obésité, sur la procrastination, sur la fatigue, la prise de décision, le système nerveux autonome. Donc il y a beaucoup de conséquences de ce manque de cette protéine dans le cerveau qui, encore une fois, nous intéresse beaucoup pour aider les patients et pas aider que les symptômes, mais aider à traiter la maladie. Et puis, à côté, il y a cette autre maladie un peu extrême, comme je vous l'ai dit, hypersomniopathique, où les gens vont dormir 12 heures, 13 heures, 14 heures, 16 heures sur 24 heures. Donc ils dorment beaucoup la nuit, ils ont du mal à se réveiller le matin, ils ont une inertie au réveil le matin, et ils font des siestes de longue durée non rafraîchissantes. Alors que dans la narcolepsie, les gens souvent dorment 5, 10, 15 minutes, quand ils dorment la journée, ils rêvent et ils se réveillent en forme. Donc c'est vraiment deux choses, et ils ne dorment pas plus du tout la nuit. Et donc par contre, on connaît moins bien les causes de cette maladie. Est-ce qu'il y a une prédisposition génétique? On y travaille beaucoup. Est-ce qu'il y a des modèles animaux? Il y a un modèle de la mutation SIC3, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. L'environnement, on ne le connaît pas très bien, et les traitements, on ne les connaît pas très bien non plus. Donc c'est une maladie, c'est pour ça qu'on l'appelle idiopathique, c'est qu'on y travaille beaucoup sur la neurobiologie, sur les troubles circadiens, les troubles humains. On pense de plus en plus que c'est une maladie du sommeil lent profond, et il y a une altération de la régulation du sommeil profond dans cette maladie. Mais qu'est-ce qui la génère au niveau biologique? On en est encore loin, mais on y travaille beaucoup dans notre unité de sommeil à Montpellier. Et un autre concept intéressant aussi, c'est que la narcolepsie de type 1, donc avec ses cataplexies typiques, perte de la force musculaire en lien avec une émotion agréable comme le rire, cette narcolepsie orexine déficiente, elle reste, elle est stable. Vous n'allez pas changer de catégorie, l'orexine est basse, elle va rester basse. Par contre, les deux autres maladies, hypersomnie idiopathique et au milieu la narcolepsie de type 2, dont je n'ai pas trop parlé parce qu'elle est entre les deux, d'accord, il n'y a pas de cataplexie, l'orexine est normale, on peut s'endormir en sommeil paradoxal, mais pas toujours. Et justement, quand on fait des tests et qu'on suit ces gens, des tests, retests, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, ils peuvent changer de catégorie. Ils peuvent soit aller beaucoup mieux, soit avoir les critères hypersomnie idiopathique, soit évoluer vers une narcolepsie de type 1. Et pareil, l'hypersomnie idiopathique, si on suit les gens, ils peuvent aller beaucoup mieux 5 ans après. C'est à peu près au moins un tiers des patients qui vont beaucoup mieux 5 ans après, qui n'ont même plus besoin de traitement. Et puis parfois, ils peuvent évoluer vers une narcolepsie de type 2 ou parfois rester avec une hypersomnie idiopathique. Donc c'est des conditions hétérogènes, sauf la narcolepsie de type 1. Des fois, c'est transitoire et il faut savoir réévaluer les gens dans des centres de référence pour voir un pronostic, une sévérité et voir s'ils ont toujours besoin d'un traitement et aussi voir si le traitement est toujours aussi efficace avec le temps. Alors, parlons des traitements. Donc, c'est quoi la prise en charge qu'il faut pour les patients qui ont une hypersomnolence, donc somnolence diurne excessive et ou hypersomnie? Identifier les causes, les comorbidités, enlever la privation de sommeil, les apnées, le surpoids, les troubles de l'humeur et certains médicaments, des psychotropes, des benzodiazépines, des antidépresseurs qui peuvent rendre somnolent. Il faut organiser une meilleure hygiène de vie, des siestes planifiées, diminuer les conséquences psychosociales. Mais dans ces maladies dont on parle, hypersomnie idiopathique, narcolepsie, il faudra mettre des médicaments. La prise en charge comportementale, elle est nécessaire, étiologique aussi, mais ça ne sera pas suffisant. Et dans la narcolepsie, on a de la chance parce qu'on a quand même beaucoup de médicaments que vous voyez ici. Il y a de la ritaline, il y a des amphétamines, il y a du modafinil, il y a de l'oxybate, on a le Xyrem en France, on a le Sunosi, on a le Wakix. Donc on a quand même la chance d'avoir beaucoup de médicaments qui marchent différemment, des mécanismes d'action différentes
et qu'il faut savoir proposer selon, on va le voir, le phénotype de la narcolepsie. Il n'y a pas un traitement qui est mieux qu'un autre, c'est des traitements qui sont plus ou moins adaptés en fonction de la forme clinique. Et il y a des médicaments qu'on n'a pas en Europe. Par exemple, on a les oxybates, on n'a que le Xyrem qui va être génériqué dans quelques semaines. On n'aura plus le Xyrem, on n'aura que l'oxybate, mais il y a l'oxybate sans sel qu'on n'a pas. Il y a l'oxybate une seule fois la nuit, le Lumryz qu'on n'a pas, etc. Donc on n'a pas tous les médicaments et il y a très peu d'amphétamines prescrits en France, et tant mieux, parce que le rapport bénéfice-risque n'est pas bon sur le long terme. Et donc quand vous avez un médicament pour traiter la somnolence, je suis désolé, les diapos sont en anglais, mais je parle en français, donc vous pouvez suivre, je pense, j'espère. Donc la prise en charge de la somnolence, comme je l'ai dit, elle doit être un peu comportementale pour éviter la privation de sommeil, pour bien faire des siestes régulières et autres. Mais après, le plus important, c'est pourquoi on donne ce médicament, comment il va marcher dans le cerveau. Et vous voyez que modafinil, Ritaline, donc le méthylphénidate, c'est Quasim, Concerta, Medikinet, Ritaline. D'accord? C'est 4 noms commerciaux pour du méthylphénidate. Ils sont un tout petit peu différents sur la pharmacocinétique, pharmacodynamique, mais je ne rentre pas dans le détail. Solriamfétol, c'est le Sunosi, et modafinil, c'est le Modiodal. Ces médicaments, ils marchent un peu pareil. Pour faire simple, ils jouent sur le transporteur de la dopamine en présynaptique, vous voyez, dans le cercle rouge. Et alors selon la dose, il joue un petit peu aussi sur le transporteur de la norépinéphrine, le méthylphénidate et les amphétamines sur le transporteur de la sérotonine, mais quand même le plus important, c'est le transporteur sur la dopamine. Et puis le pitolisant, c'est le seul à ce jour qui joue sur le transporteur de l'histamine, d'accord? En présynaptique aussi, les récepteurs H3. Et puis à droite, là vous voyez l'oxybate, donc le Xyrem, qui joue sur le récepteur GABA-B. Donc c'est le plus important, c'est quand on donne un médicament, comment il va marcher, où est-ce qu'il va marcher dans le cerveau et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Si maintenant on veut traiter les cataplexies, donc est-ce qu'on peut éviter les facteurs déclenchants? Non, mais par contre il faut bien discuter avec le patient pour les reconnaître, les facteurs déclenchants, le rire, la colère, le stress, mais le plus souvent c'est des émotions positives, donc il faut expliquer pour pas qu'ils soient en condition de risque. Il y a 3 médicaments qui marchent, l'oxybate qui marche très bien, mais on ne peut pas le donner à tout le monde, il y a des effets secondaires parfois, le pitolisant qui va marcher dans les formes modérées de cataplexie, et les antidépresseurs qui sont sans indication, mais la venlafaxine ça marche excessivement bien, parfois la clomipramine, mais on le donne moins souvent. Le problème avec ces médicaments, c'est qu'ils ont aussi des effets secondaires, comme tout médicament, il faut mesurer le rapport bénéfice-risque, et que si vous l'arrêtez brutalement, il y a un risque de rebond majeur de cataplexie. Si on veut traiter les hallucinations et les paralysies de sommeil qui sont fréquemment associées dans la narcolepsie, c'est les mêmes médicaments qui marchent pour les cataplexies qui vont diminuer la pression de sommeil paradoxale. Si maintenant on veut traiter le mauvais sommeil de nuit, on n'a que l'oxybate qui va marcher. Ça augmente le sommeil profond, ça diminue la fragmentation du sommeil, les changements de stade de sommeil la nuit, et ça diminue le nombre d'éveils. Donc c'est vraiment la seule je dirais, médication actuellement qui a vraiment un impact important sur le mauvais sommeil de nuit dans cette maladie. Donc on a fait des guidelines de prise en charge au niveau européen, et pour vous expliquer qu'il y a en gros 3 phénotypes importants. Soit les gens se plaignent seulement de somnolence, ils sont narcoleptiques, mais les cataplexies, elles ont beau exister ou ne pas exister, c'est une narcolepsie de type 2, mais c'est pas au premier plan, on n'est pas obligé de les traiter. C'est pas parce qu'il y a un symptôme qu'il faut le traiter. Et là, on peut donner du modafinil, du Wakix ou du Sunosi, selon la sévérité, selon le travail des gens, selon plein de paramètres. Si maintenant les gens ils ont une somnolence et des cataplexies qu'il faut absolument traiter, et on veut rester en monothérapie, là on a le pitolisant ou le sodium oxybate. Sinon, il va falloir combiner des traitements, avec par exemple des antidépresseurs. Et si les gens viennent avec somnolence, cataplexie et vraiment un mauvais sommeil de nuit, très altéré, et là, on n'a que le sodium oxybate à proposer, si on veut encore une fois rester en monothérapie.
Mais après, on peut combiner plein de traitements, surtout s'ils ont des mécanismes d'action différents. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur les mécanismes d'action qui, s'ils sont différents, c'est intéressant d'être additif, synergique, sinon c'est pas très intéressant pour le risque d'effet secondaire. Puis chez l'enfant, c'est un petit peu pareil. On a fait des études avec le sodium oxybate et avec le pitolisant. Et c'est les deux qui ont l'approbation chez l'enfant, du fait de leur efficacité et de leur sécurité d'emploi. Et pareil, le même schéma que tout à l'heure, si on n'a que de la somnolence, on va proposer pitolisant, sodium oxybate. Si c'est somnolence et cataplexie, c'est à peu près pareil. Et s'il y a le mauvais sommeil de nuit, c'est sodium oxybate. Encore une fois, beaucoup d'enfants peuvent être traités par de la ritaline, du modiodal et de l'effexor pour les cataplexies, mais c'est hors indication. Il faut que ça soit fait dans des centres de référence. Et ça s'appelle l'expertise médicale, mais c'est pas evidence-based et c'est pas surtout dans les indications chez l'enfant reconnues, validées. Et donc ça c'est important de bien voir quand on veut donner un médicament. Il faut être de plus en plus dans la médecine de précision et il n'y a pas un médicament qui est mieux qu'un autre dans une maladie donnée. Ça dépend du profil, de la sévérité, de l'âge, s'ils font des études, si les gens conduisent, en fonction du poids, du moral, de l'hypertension artérielle, des apnées, et puis des effets secondaires. Des traitements peuvent être très efficaces, mais au prix d'une mauvaise tolérance, par exemple trop d'irritabilité, de maux de tête. Donc il faut avoir une approche, je dirais, personnalisée quand on donne un traitement. Et puis on a des mesures maintenant, par exemple pour la narcolepsie, on a la Narcolepsy Severity Scale, donc l'échelle de sévérité de la narcolepsie qu'on a développée à Montpellier, qui est de plus en plus utilisée, notamment dans les études. Et puis pour l'hypersomnie idiopathique, on a aussi l'hypersomnie idiopathique Severity Scale, donc je vous encourage à pouvoir quantifier, c'est une échelle qui auto-quantifie, c'est votre impression sur les différents symptômes de la maladie. C'est important de l'avoir au début de la maladie pour voir la sévérité que vous avez et comment ça s'améliore avec les traitements et voir si les traitements sont suffisants, pas suffisants. Et puis donc on peut avoir, je vous ai dit, des problèmes d'obésité, de maladies cardiovasculaires, d'anxiété, d'apnée, d'hyperactivité, de parasomnie type somnambulisme, de syndrome des jambes sans repos. Et il y a des médicaments qui vont aggraver ou qui vont améliorer ces différentes comorbidités qu'on peut avoir dans la narcolepsie. Et donc c'est important, encore une fois, de traiter pas que les symptômes au premier plan, mais de traiter de façon globale. Et aussi, très important, les effets secondaires. Le but n'est pas que de traiter les symptômes et pour améliorer l'efficacité. Il faut aussi être sécuritaire et ne pas aggraver les gens. Par exemple, il y a des traitements qui vont aggraver l'obésité. Au contraire, il y a des traitements qui vont améliorer l'obésité. Et là, je m'intéresse ici à l'hypertension. C'est quand même un problème majeur, l'hypertension. Et les traitements, en général, que l'on donne, si on fait une mesure de la pression ambulatoire sur les 24 heures, c'est cette étude-là qu'on a publiée il y a quelques années sur 160 patients qui avaient une narcolepsie de type 1. Maintenant, on est en train de le faire pour l'hypersomnie idiopathique aussi, et la narcolepsie de type 2. Donc c'est beaucoup plus pertinent que de prendre la tension le jour où vous voyez le médecin, parce qu'à quelle heure vous le prenez, à quelle heure vous avez pris le traitement, donc il y a trop de biais, si vous avez attendu, si vous êtes stressé. Donc là, c'est à la maison, pendant 24 heures, et c'est une auto-mesure sur 24 heures, la nuit et le jour, et vous voyez que les traitements que vous donnez vont augmenter la tension artérielle, le jour et la nuit, et vous voyez que les patients, 2/3 d'entre eux sont hypertendus sur cette mesure sur les 24 heures. Donc il faut faire attention quand on donne un traitement sur le rapport bénéfice-risque. Alors maintenant, on va parler des perspectives. C'est quoi les traitements de demain? Donc avant de parler des traitements, il faut bien faire attention au suivi des patients qui ont ces maladies rares dans des centres de référence pour mesurer régulièrement la plainte via des questionnaires dont on a parlé, NSS pour la narcolepsie, IHSS pour l'hypersomnie idiopathique. Parfois on fait des tests de maintien de la veille, il faut regarder aussi le poids, le moral, la tension artérielle, je viens d'en parler, pour avoir une approche personnalisée et suivre régulièrement les patients
tous les 6 mois, tous les ans, et hospitalisé, je dirais, tous les 4-5 ans pour voir où on en est de la maladie. Et puis pour les traitements, donc, vers où il faut qu'on aille pour la médecine de demain. Donc des nouveaux traitements, je dirais, symptomatiques, quand je dis qu'ils traitent les symptômes, donc par exemple on aura, j'espère un jour, le low sodium oxybate, donc c'est des traitements comme le Xyrem mais sans sel, parce que ça apporte beaucoup de sel, le Xyrem, et il y a justement un lien avec la tension artérielle, je vous l'ai dit, donc si on peut diminuer l'apport en sel, bah c'est mieux, et ça existe aux États-Unis, ça s'appelle le Xywav, et pour éviter de prendre en milieu de nuit la seconde prise, ça s'appelle le Lumryz, mais on ne l'a pas en Europe. Le Samélisant, c'est un nouveau traitement histaminergique H3 pour concurrencer le Wakix. Il y a des études en cours actuellement. Et il y a aussi une autre forme de pitolisant en cours de développement pour pouvoir augmenter la dose et de changer un peu la pharmacocinétique. Donc ça, c'est des traitements qui jouent sur les symptômes. Après, on va voir l'immunothérapie et puis les orexines agonistes. Donc, je viens de vous en parler. En fait, là, c'est ce once nightly, donc c'est-à-dire c'est une prise le soir de sodium oxybate qui montre que ça marche très bien sur la somnolence et les cataplexies, d'accord? Donc ça évite de vous réveiller au milieu de la nuit pour une deuxième prise. Ça serait intéressant chez l'enfant notamment pour que les parents n'aient pas à se réveiller en milieu de nuit. Donc c'est en cours, enfin c'est autorisé aux États-Unis, mais on ne l'a pas encore malheureusement en Europe. Et ça, c'est le traitement sans sel dont je viens de vous parler, qui marche très bien, aussi bien que la forme avec sel, mais qui est donc plus sécuritaire sur le long terme. Et on a fait ce travail dans l'hypersomnie idiopathique, et l'oxybate, donc là c'est le low sodium oxybate sans sel, marche très bien sur la somnolence, la plainte de somnolence sur l'échelle d'Epworth et sur l'échelle IHSS, d'accord, la forme avec et sans allongement. Je ne rentre pas dans le détail. Et on vient de publier ce travail qui montre que ça marche très bien aussi sur les tests de maintien de la veille. Donc il n'y a pas que la plainte qui est améliorée via l'échelle d'Epworth, donc sur la somnolence, le long temps de sommeil sur l'IHSS, sur l'inertie le matin au réveil, mais ça marche aussi sur le test de maintien de la veille objectif, qui est le test, vous savez, pour pouvoir savoir si vous êtes capable de conduire ou pas. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée intéressante pour traiter l'hypersomnie idiopathique. Un autre petit clin d'œil pour lequel on travaille beaucoup dessus, c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout le côté auto-immun, pourquoi ces neurones ne sont plus fonctionnels dans la narcolepsie, qu'est-ce qui se passe. Je vous ai parlé des lymphocytes, c'est des 4, c'est des 8, et le but, ça serait surtout quand on voit des enfants qui ont 8 ans, 12 ans, 15 ans, qui commencent tout juste leur maladie. Est-ce qu'on peut éviter la destruction de ces neurones si on intervient très tôt avec des traitements qu'on donne par exemple dans la sclérose en plaques, des immunomodulateurs? On a beaucoup essayé via des intraveineuses d'immunoglobulines, du solumédrol, des rituximab, des plasmaphéreses. Beaucoup de centres dans le monde ont travaillé sur ces patients au début de leur maladie et pour l'instant rien ne marche. Donc c'est assez frustrant, mais c'est quand même important d'en parler. Il ne faut pas le faire actuellement, mais au niveau individuel, mais par contre il y a des études intéressantes pour essayer de rendre réversible ce problème. Et on a travaillé avec ma collègue Lucie Barato pour montrer que la somnolence n'était au début de la maladie, ou les cataplexies, la perte de ces neurones hypocrétines n'était pas liée à une inflammation. On avait fait des PET d'activation microgliale, et il n'y avait pas d'activation microgliale, donc c'est un des targets de l'immunomodulation. Donc on essaie de comprendre à qui on va donner ce genre de traitement au début de la maladie, et malheureusement c'était un résultat un peu négatif. Donc dans les 7-8 minutes qui me restent, je vais vous parler de l'orexine. L'orexine, c'est donc cette protéine qui vient de ces neurones à orexine, c'est 80 000 neurones, et il se projette ces neurones sur plein de régions dans le cerveau. Alors c'est une diapo compliquée, surtout que je ne suis pas avec vous là, donc c'est difficile de l'expliquer, mais en gros vous voyez des points rouges et des points bleus. Les points rouges c'est les récepteurs 1 et les points bleus c'est les récepteurs 2. Donc l'orexine,
elle se divise en orexine A, orexine B, d'accord, comme l'insuline, hein, elle se divise en insuline et peptide C, c'est à peu près pareil. La narcolepsie, c'est un peu comme le diabète, hein. Le diabétique, il manque d'insuline synthétisée par son pancréas. Le narcoleptique, il manque d'orexine synthétisée par son cerveau. Et donc cette orexine, elle se divise en orexine A, orexine B, elle va se fixer sur des récepteurs 1 et 2. Et donc ces récepteurs 1 et 2, ils se trouvent à des régions différentes dans le cerveau. Dans le locus coeruleus, le basal forebrain, le noyau du raphe, l'amygdale, etc., etc. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais c'est très important pour nous parce que quand on développe des médicaments, où on veut que le médicament aille dans le cerveau, à quel endroit, sur quel type de récepteur. Donc c'est ça notre travail, et on travaille depuis 15 ans là-dessus, et on a fait le premier travail chez l'animal, qui montre que si vous donnez des agonistes des récepteurs 2, d'accord, ces récepteurs en bleu, là, vous stimulez les récepteurs 2, vous mettez comme une clé dans une serrure, d'accord, vous ne donnez pas d'orexine, ça ne passe pas dans le cerveau, c'est trop gros, mais là on donne des petites molécules, on met une clé, je vous dis, dans une serrure, et la serrure, on sait exactement où elle est et où on veut l'ouvrir. Si vous faites ça chez la souris narcoleptique, ça marche très très bien, elle ne fait plus du tout de sommeil, d'accord, et elle ne s'endort plus en sommeil paradoxal. Et donc chez l'homme, on a commencé en intraveineux au début, et pendant 8 jours, donc c'était quand même très lourd à l'hôpital, mais vous voyez qu'en bleu, là, à gauche, les patients narcoleptiques de type 1, ils ne dorment plus du tout quand on donne le traitement. L'échelle d'Epworth, si vous êtes familier avec ça, ça baisse de 18 points. Les traitements actuels, ça baisse de 4, 5 points, 6 points. Là, ça baisse de 18 points. Donc, c'est absolument majeur. Et la narcolepsie de type 2, vous voyez, il faut des doses beaucoup plus fortes, 3 fois plus dosées, et ça marche un peu moins bien. Donc, vous triplez la dose, et pourtant, ça marche un peu moins bien. Et pourtant, les gens sont un peu moins sévères. La narcolepsie de type 2, c'est un peu moins sévère que la narcolepsie de type 1. Donc ça, c'était intraveineux, mais c'est intéressant, ça veut dire ça peut marcher. On l'a fait dans l'hypersomnie idiopathique, pas moi, mais mon collègue Emmanuel Mignot à Stanford, et il a montré que ça marchait très bien aussi dans l'hypersomnie idiopathique. À noter toutefois que les patients étaient très ciblés. Vous voyez, il y a 28 patients qui ont participé à l'étude, et il y a eu 150 patients qui ont été screenés. Donc c'est vraiment des patients très sélectivement sélectionnés, qui avaient des tests anormaux avant de rentrer dans l'étude, mais chez eux, ça marche. Donc ça veut dire que les récepteurs sont là, qu'on peut les stimuler et qu'il faut des faibles doses dans la narcolepsie de type 1 et de fortes doses dans la narcolepsie de type 2 ou l'hypersomnie idiopathique. Et donc après on a fait la première forme orale d'agoniste de l'orexine qu'on a publié dans le New England Journal, qui est une des meilleures revues dans le monde. Et pourtant, c'était intéressant qu'ils aient pris cet article parce que, bon, moi j'étais ravi de ce travail parce que c'est la première fois de ma vie que je voyais des gens aussi améliorés dans la narcolepsie. Les patients me disaient, je ne suis plus narcoleptique. C'est pas je vais mieux docteur, c'est je ne suis plus narcoleptique. Je n'ai plus de cataplexie, je n'ai plus de somnolence, je suis guéri. Donc c'est absolument génial, ça fait 35 ans que je travaille sur ces maladies. C'est la première fois que j'entendais ça. Malheureusement, il y a eu des effets secondaires hépatiques, donc on a arrêté le développement de cette molécule parce qu'elle n'était pas très bien tolérée. Et on a développé son petit frère, qu'on vient de publier dans le New England cette année aussi, et qui marche très bien sur la somnolence en termes de plainte, l'échelle d'Epworth, sur la somnolence sur les tests de maintien de la veille, sur la fréquence des cataplexies, et sur l'échelle dont je vous ai parlé, l'échelle de sévérité de la narcolepsie. Donc ça marche très bien de façon assez dose dépendante, il faut le prendre 2 fois par jour, à 8h le matin et 11h le matin. Donc c'est très intéressant comme perspective thérapeutique. Les résultats à long terme, on ne les connaît pas très bien. Ça fait que 2 ans qu'on traite ces patients, 2 ans et demi. On a quand même de bons résultats à long terme. Il faut peut-être parfois augmenter les doses pour persister dans l'efficacité. Par contre, sur l'obésité, sur l'humeur, sur la tension artérielle, sur le mauvais sommeil de nuit, on n'a pas assez de recul. On n'a pas assez étudié cela pour le moment, donc on y travaille. On stimule le récepteur 2 et pas le 1, donc on pourrait dire
Ben pourquoi? Est-ce que ça va marcher suffisamment? Le récepteur 1, il n'est pas stimulé par définition, mais c'est un peu risqué de stimuler le 1 en termes de tension artérielle, de stress, d'addiction. Dans l'hypersomniopathique et la narcolepsie de type 2, je vous dis, il y a d'autres médicaments de Alkemers, il y a un autre médicament de Takeda, il y a aussi Synthesa qui est aussi un médicament intéressant. Donc il y a eu, je dirais, un énorme engouement actuel par les industriels pour développer ces molécules. Moi je suis ravi, ça fait 30 ans qu'on travaille dessus et 7-8 ans avec le laboratoire Takeda et 2-3 ans avec le laboratoire Alkemers, et maintenant on commence à avoir des médicaments fiables, efficaces, bien tolérés, donc c'est un avenir vraiment réel et une perspective. C'est encore des études, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, mais c'est pas encore sur le marché, ça ne sera pas avant encore au moins 3 ans. Alors je finirai par dire que avant, depuis 20 ans, 30 ans que je parle de ces maladies, narcolepsie type 1, type 2 hypersomniopathique, on aime bien dire qu'elles sont différentes. Je vous ai dit qu'il y avait un petit overlap sur les taux d'orexine, sur la durée du sommeil, sur l'inertie le matin au réveil, sur les tests qui ne sont pas très fiables parce que quand on les fait et on les refait, ils ne donnent pas forcément les mêmes résultats. Et avant, on me disait, oh, tout ça, est-ce que c'est si important? Ils sont narcoleptiques, ou ils ont une hypersomnie, on va leur donner de toute façon du Modiodal, du Wakix, la Ritaline, c'est pas très important de passer autant de temps à différencier tout ça, ça change pas le traitement. Alors moi je disais, si ça change de bien différencier, de faire un bilan précis, exhaustif, génétique, biologique, neurophysiologique, neuropsychologique, nous on fait ça depuis 30 ans, je vous dis, dans mon centre, et ça nous permettait de définir la sévérité, le phénotype, le pronostic, et de mieux comprendre la pathophysiologie pour avancer, pour mieux comprendre ces maladies, il faut mieux les étudier. Mais maintenant, je dirais que le discours il est même autre, c'est que c'est d'autant plus important de différencier ces groupes parce que les traitements vont être différents, la réponse aux agonistes orexinergiques dont je parle vont être différents et surtout leur dose. Donc avant, on me disait, ça c'est un truc pour les intellectuels, je dirais pour les chercheurs, mais maintenant, c'est aussi pour la médecine de précision en termes de dose et de type de traitement qu'on va pouvoir donner. Dernière diapo. Vous avez mon mail en bas si vous voulez me contacter. Pour la narcolepsie et la découverte de l'orexine, ça a mis 140 ans. Hein, la description de la maladie par Jean-Baptiste Gélineau, un Français, qui a travaillé à Montpellier d'ailleurs. Donc il a décrit les symptômes, et puis après, en 1960, description des problèmes de sommeil paradoxal dans cette maladie, association typage HLA, la déficience en orexine, qui a permis de dissocier narcolepsie type 1, orexine déficiente, narcolepsie type 2, orexine normale, et puis depuis quelques années, les premiers agonistes des récepteurs de l'orexine. L'hypersomniopathique, on la connaît moins bien, elle a été décrite il y a à peu près une 60aine d'années. Il y a des entités, je ne sais pas trop passer du temps dessus, mais avec allongement du temps de sommeil, d'autres où les gens sont seulement somnolents la journée, et là c'est très proche de la narcolepsie type 2. On ne connaît pas bien la physiopathologie de la maladie, on l'étudie. Et donc, il y a vraiment un besoin de mieux comprendre la biologie de la somnolence, des hypersomnolences, de bien séparer somnolence, cataplexie, hypersomnie, inertie du réveil, diagnostiquer plus vite les patients, mieux les traiter et de plus en plus faire des traitements personnalisés pour une médecine de précision en fonction de la physiopathologie. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai à vos questions si je peux samedi. Sinon, il y a mon mail. Je vous remercie pour votre attention.